Jean Anouilh est un auteur, dramaturge français du XXe siècle. Il naît en 1910 à Bordeaux. Son père est tailleur et sa mère est musicienne. Elle travaille dans un orchestre se produisant sur des scènes de casinos en province et elle est également professeure de piano. C'est dans les coulisses de ces casinos, notamment dans le casino d'Arcachon, que Jean Anouilh découvre les grands auteurs classiques comme Molière, Marivaux ou encore Alfred de Musset. En 1921, Jean Anouilh a donc 11 ans, il part vivre à Paris et rentre au collège Chaptal. C'est là qu'il commence à se prendre de passion pour le théâtre. En 1928, il est le condisciple, c'est-à-dire le camarade de classe de Jean-Louis Barrault, et il commence à lire Claudel, Pirandello et Shaw. Jean-Louis Barrault, nous l'avons déjà rencontré dans la séquence sur Rhinocéros. En 1928, il assiste émerveillé à la représentation d'une pièce de Jean Giraudoux intitulée Siegfried. Il dit au sujet de cette pièce : « C'est le soir de Siegfried que j'ai compris. Je devais entrer par la suite dans une longue nuit dont je ne suis pas encore sorti, dont je ne sortirai peut-être jamais, mais c'est à cause de ces soirs du printemps 1928 où je pleurais, seul spectateur, même aux mots drôles, que j'ai pu m'évader un peu. » En 1929, Jean Anouilh travaille pendant 2 ans dans une agence de publicité et il y rencontre le poète Jacques Prévert. En 1930, Jean Anouilh devient le secrétaire particulier de Louis Jouvet. Les relations entre les deux hommes finissent par être très tendues. Louis Jouvet se reprochera par la suite de ne pas avoir pressenti la passion pour le théâtre qui habitait Jean Anouilh. En 1932, Jean Anouilh connaît son premier succès, il a 22 ans. La pièce s'intitule L'Hermine, elle est créée au Théâtre de l'Œuvre. Les critiques de cette pièce sont assez bonnes. La même année, donc en 1932, Jean Anouilh épouse la comédienne Monelle Valentin. En 1933, il écrit une pièce Mandarine, qui est un véritable échec. Et en 1935, une nouvelle pièce, Il y avait un prisonnier, qui est de nouveau une pièce qui connaît l'échec. C'est en 1937 que grâce au metteur en scène Georges Pitof, qui crée Le Voyageur sans bagage, que Jean Anouilh connaît son véritable premier succès. Succès qui va lui apporter la notoriété et qui va mettre fin à ses difficultés matérielles. La pièce Le Voyageur sans bagage sera jouée 190 fois. En 1938, Georges Pitof crée La Sauvage, qui, elle, connaîtra une centaine de représentations. Jean Anouilh rencontre en 1938 Robert Brasillac, un écrivain, critique de théâtre et rédacteur en chef d'un journal d'extrême droite intitulé « Je suis partout ». En 1939, Jean Anouilh crée avec Jean-Louis Barrault, donc son camarade du lycée Chaptal, et avec René Barjavel une revue intitulée La Nouvelle Saison. En 1940, André Barsac crée au théâtre de l'Atelier Léocadia, avec dans les rôles principaux Pierre Freinet et Yvonne Printemps. 1941. Pendant l'occupation, Jean Anouilh continue d'écrire. Il ne prend position ni pour la collaboration, ni pour la résistance. On lui reproche d'ailleurs cette absence d'engagement. C'est en 1941 aussi qu'il crée la pièce de théâtre Eurydice, qui est la première de ses pièces reprenant un mythe antique. La même année, en 1941, il crée également Le Rendez-vous de Senlis. C'est en 1942 qu'il écrit la pièce Antigone.
En 1944, la pièce Antigone est jouée grâce au metteur en scène André Barsac au théâtre de l'Atelier. Cette pièce connaît un grand succès public, mais elle engendre aussi une certaine polémique. Certains reprochent en effet à Anouilh de défendre l'ordre établi en faisant la part belle au personnage de Créon, ce qui expliquerait selon eux que la pièce n'ait pas été censurée par les Allemands. Les défenseurs, au contraire de Jean Anouilh, indiquent que l'insoumission d'Antigone, qui dit non et qui s'engage contre la raison d'État, incarnée par Créon, a une réelle valeur subversive et est une incarnation de la résistance. En 1945, Jean Anouilh s'engage pour essayer de sauver l'écrivain collaborateur Robert Brasillach de la peine de mort. C'est en vain, et cette exécution le marquera profondément. En 1946, il écrit Roméo et Jeannette, qui est une pièce qui sera ensuite interprétée par Michel Bouquet. En 1950, il écrit La répétition ou l'amour puni. Cette pièce sera mise en scène par Jean-Louis Barrault au Théâtre Marigny. 1951, il écrit Colombe, pièce qui sera jouée au Théâtre de l'Atelier, dans des décors et une mise en scène d'André Barsac, de nouveau. 1952, La valse des toréadors ainsi que la pièce L'Alouette. En 1953, Jean Anouilh est un des premiers à saluer le talent de Samuel Beckett lors de la création de la pièce En attendant Godot, pièce que l'on a évoquée lorsque nous avons travaillé sur Rhinocéros d'Eugène Ionesco. En 1955, il écrit Ornifle ou le courant d'air. En 1956, Pauvre Bitos ou le dîner de tête, pièce dans laquelle Jean Anouilh dénonce violemment les procès de la Libération. En 1959, il écrit Beckett ou l'honneur de Dieu, un drame sur l'amitié et le devoir. Et la même année, donc 1959, il écrit également L'Hurluberlu ou le réactionnaire amoureux, ainsi que La Petite Molière. 1961, enfin, la pièce La Grotte est un échec. Anouilh se tourne alors vers la mise en scène. De 1968 jusqu'à 1980, il n'y aura que quelques pièces. Le boulanger, la boulangère et le petit mitron, chez Antoine, Chers oiseaux et Le Nombril. Jean Anouilh meurt en 1987 à Lausanne, en Suisse. Concernant ses œuvres, donc les œuvres de Jean Anouilh, sa bibliographie, il classe lui-même ses pièces de théâtre selon leur tonalité. Il y a les pièces roses, les pièces noires. Parmi les pièces noires, nous avons Antigone, les pièces brillantes, grinçantes, costumées, baroques, secrètes, etc. On ne peut pas travailler sur la pièce Antigone sans travailler sur le mythe d'Antigone. Alors, je vous rappelle ce qu'est un mythe. On repart de l'étymologie du mot. Donc, le mot mythe est formé à partir du mot grec moutos, qui signifie parole ou parole non rationnelle, puis discours et ensuite fiction, passé dans le bas latin, qui signifie alors fable, mythe. Donc, d'après son étymologie, le mot signifie récit fabuleux, récit inventé, récit mensonger. Le mot apparaît en français en 1840. Si l'on définit le mythe, c'est donc une légende orale qui appartient à un fond si ancien que l'on ne peut en fixer l'origine. En Grèce, où le mot apparaît, on vient de le voir grâce à l'étymologie, le mythe relate des histoires de dieux ou de héros rassemblés sous le nom de mythologie. Je vous laisse découvrir l'arbre généalogique d'Antigone. Nous voyons que au sommet, nous avons deux éléments qui sont Cadmos et Harmonie. Cadmos et Harmonie vont donner naissance à 3 enfants, Polydore, Agavée et Chion, sémélés de Zeus, qui eux-mêmes vont avoir des descendants. Ce qui nous intéresse est en bas de l'arbre généalogique, c'est Antigone, et l'on découvre qu'Antigone est en fait la sœur de Polynice et Théocle, et également d'Ismène. Si vous observez toujours cet arbre généalogique et que vous restez focalisé sur le personnage d'Antigone, si vous remontez donc dans cet arbre généalogique, vous allez voir que la particularité, c'est que le père d'Antigone, donc Oedipe, s'est marié avec Jocaste, donc qui est la mère d'Antigone, mais Jocaste est également la grand-mère d'Antigone,
vu que Jocaste était, elle, mariée à Laios. Il faut donc que l'on reprenne un peu les histoires liées à cette famille des Labdacides pour comprendre d'où vient Antigone et qui elle est. Commençons par Oedipe, qui est donc le père d'Antigone. Oedipe est donc un héros de la mythologie grecque. Il fait partie de cette famille que l'on appelle les Labdacides, c'est-à-dire les Labdacides sont les rois légendaires de la ville de Thèbes. Oedipe est lui-même le fils de Laios et de Jocaste, et on connaît Oedipe principalement parce qu'il a réussi à résoudre l'énigme du Sphinx, dont on parlera après, et puis il s'est involontairement rendu coupable de parricide, il a tué son père, et d'inceste, il a couché avec sa mère. Chez les Labdacides, intéressons-nous à Laios, donc Laios qui est le père d'Oedipe. Il n'a qu'un an à la mort de son père, et la régence, donc le royaume, est confiée à son grand-oncle Lycos. Quand il atteint la majorité, Laios, au lieu de monter sur le trône, est chassé de Thèbes et trouve asile auprès du roi Pélops. Le roi Pélops lui confie son fils Chrysippe, en lui demandant de lui apprendre l'art de conduire un char. Laios s'éprend de ce jeune élève, il l'enlève pendant une course de char et le viole. Accablé de honte, Chrysippe se serait pendu. Une autre version raconte encore que Chrysippe aurait été assassiné par ses demi-frères à la demande de leur mère. Ensuite, après cette histoire, Pélops appelle sur Laios la malédiction d'Apollon. Apollon, dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Mais poursuivons l'histoire. Après que Zétos, qui régnait sur Thèbes avec son jumeau Amphion, se soit donné la mort, Laios devient finalement roi de Thèbes et épouse Jocaste. Intervient alors un oracle, l'oracle de Delphes, qui avertit Laios que s'il venait à avoir un garçon avec Jocaste, celui-ci le tuera, donc cet enfant tuera son père et il épousera sa mère. Laios, prudent, essaie d'éviter d'avoir toute relation sexuelle avec son épouse Jocaste. Mais une nuit, alors que Laios a un peu trop bu, il se jette sur Jocaste et la reine de Thèbes, donc Jocaste, finit par être enceinte et elle accouche d'un garçon. Rapidement, le couple, Laios-Jocaste, décide d'abandonner l'enfant pour conjurer l'oracle. Alors, Laios lui lie les pieds et l'accroche à un arbre pour être certain qu'il meurt. Les pieds qui étaient attachés gonflent. Le petit Oedipe n'a aucune chance de s'en sortir. Il est là, pendu, attaché par les pieds, mais heureusement, un berger passe par là, il le trouve, le récupère et décide de le confier au roi et à la reine de Corinthe, qui sont Polype et Mérope, qui eux aussi n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils vont donc élever Oedipe comme si c'était leur fils, et ils l'appellent Oedipe justement parce que Oedipus signifie les pieds gonflés, les pieds tuméfiés, comme un œdème, quelque chose qui a gonflé. Le roi et la reine de Corinthe, donc Polype et Mérope, ne peuvent dévoiler le secret de l'origine d'Oedipe. Et tout le monde est persuadé que Oedipe est bien leur fils. Bien des années plus tard, Oedipe va consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'il va faire de sa vie. Et Lapithie lui apprend la malédiction. Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. C'est un coup dur, Oedipe décide donc de quitter ses parents pour conjurer cette malédiction. Il quitte Polype et Mérode et il s'en va. Il quitte donc Corinthe et se rend en direction de Thèbes. Et oui, il n'y a pas de hasard, il retourne sur les traces de sa ville natale. En chemin, il croise un convoi, la carriole écrase le pied d'Oedipe et ça tourne rapidement au vinaigre puisque Oedipe va se battre avec l'un des hommes de la carriole. Sans le savoir, Oedipe va tuer un homme, cet homme c'est son père, et reprendre ensuite sa route pour Thèbes. Loin de se préoccuper d'avoir tué un homme sur sa route, Oedipe arrive à Thèbes et il se rend compte que c'est un peu l'apocalypse dans la ville. Il y a une nouvelle malédiction qui touche les Labdacides, un sphinx sème la terreur dans la ville.
Ce monstre ravage les cultures, mange les humains, c'est une créature mi-femme, mi-lion, mi-oiseau, qui pose une énigme, et si la personne ne sait pas répondre, elle le dévore. Le sphinx ne quittera la ville que lorsque quelqu'un aura trouvé la réponse à son énigme. De plus, on apprend que le roi Laios a disparu. Alors c'est le frère de la reine Jocaste, Créon, qui va reprendre la régence. Créon décide de faire d'une pierre deux coups et annonce que l'homme qui parviendra à résoudre l'énigme du sphinx deviendra roi de Thèbes et pourra épouser Jocaste. Et donc, c'est au tour d'Œdipe d'être soumis à l'énigme du sphinx. Je vous rappelle l'énigme, archi connue. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2 jambes et finalement 3 jambes? Œdipe répond fièrement « l'homme », car dans sa prime enfance, il se traîne sur les pieds et les mains. À l'âge adulte, il se tient debout sur ses 2 jambes. Et durant la vieillesse, il s'aide d'un bâton pour marcher. Le sphinx a perdu, Œdipe a gagné. Le sphinx se jette de son rocher et meurt. Et de son côté, Œdipe devient roi de Thèbes et il peut épouser Jocaste, sans savoir que c'est sa mère. De son mariage avec Jocaste, donc avec sa mère, Œdipe va avoir 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Les 2 garçons se prénomment Éthéocle et Polynice. Les 2 filles, Antigone et Ismène. Jusque-là, tout va bien, tout le monde est heureux, dans le meilleur des mondes. Et puis soudain, la peste va envahir la ville de Thèbes. Alors une autre version raconte que la ville est devenue infertile, que les cultures meurent et que ni les humains ni les animaux n'arrivent à se reproduire. Quoi qu'il en soit, le roi de Thèbes, donc Œdipe, ne sait plus quoi faire pour épargner son peuple. Alors il décide d'aller consulter une fois de plus l'oracle de Delphes, et la Pythie lui dit que pour délivrer Thèbes de la peste, il faut chasser de la ville l'assassin de Laios. Ni une ni deux, Œdipe mène l'enquête. Il veut découvrir qui est l'assassin qui a fait de lui un roi. Eh oui, mais bon, à force d'enquête, il se rend compte qu'il est lui, Œdipe, le meurtrier de Laios. Il comprend donc qu'il a tué son propre père et qu'il a fini par épouser sa mère. Lorsque Jocaste, donc la mère et également l'épouse d'Œdipe, apprend qu'elle s'est mariée avec son propre fils, elle se tue. Alors il y a différentes versions de la mort de Jocaste. Certains prétendent qu'elle s'est pendue avec sa robe, d'autres qu'elle s'est poignardée. En attendant, en découvrant le corps inanimé, le corps sans vie de sa mère, qui est aussi son épouse, sa femme, Œdipe, lui, préfère se crever les yeux. Et il prend la route de l'exil, il quitte Thèbes. Il est renié par ses enfants, donc Éthéocle, Polynice et Ismène, sauf Antigone. Et donc, Œdipe et Antigone partent tous les deux en direction de Colone. Créon, l'oncle, récupère donc d'une fois de plus le pouvoir. Il assure la régence le temps que Polynice et Éthéocle, les 2 fils d'Œdipe et Jocaste, soient en âge de régner. Pendant ce temps, donc durant l'exil d'Œdipe, les 2 garçons d'Œdipe et Jocaste, Polynice et Éthéocle, se battent pour le pouvoir. Pendant l'exil de leur père, ils étaient parvenus à un compromis, un règne d'1 an en alternance. Mais Éthéocle, qui est soutenu par Créon, compte bien rester au pouvoir beaucoup plus longtemps. Alors Polynice monte une armée avec les rois des 7 villes d'à côté et il compte reprendre la ville par la force. La Pythie intervient de nouveau et transmet un message divin. Le lieu où reposera Œdipe sera protégé de toute invasion. Alors les 2 frères, Éthéocle et Polynice, retrouvent leur père, Œdipe, et ils souhaitent qu'Œdipe se rallie à l'un d'eux, qu'Œdipe choisisse de défendre Éthéocle ou de défendre Polynice pour être le nouveau roi de Thèbes. Œdipe refuse de prendre parti, et il leur jette une malédiction. Il leur prédit qu'ils se donneront mutuellement la mort. Pendant ce temps-là, Œdipe va rester encore quelque temps à Colone, tout près d'Athènes. Il va même y mourir, et il va protéger ainsi la zone des invasions. Lorsque la guerre des 7 contre Thèbes commence, les 2 frères, Polynice et Éthéocle, effectivement, s'entretuent. On n'échappe pas à une malédiction.
c'est encore Créon, le frère de Jocaste et donc l'oncle d'Antigone, qui va récupérer le pouvoir. Mais il n'a pas du tout apprécié la trahison de Polynice et il refuse de lui donner une sépulture digne de ce nom. Donc il refuse de l'enterrer. Alors qu'au contraire, il va accorder ce privilège à Éthéocle, qui lui pourra être enterré. Antigone, de retour après la mort de son père, refuse catégoriquement le sort qui a été réservé à Polynice, et elle va aller l'enterrer secrètement. Il faut savoir qu'en Grèce, ne pas avoir de sépulture signifie une errance éternelle de l'âme et une absence de repos de cette âme. Créon décide de condamner Antigone pour son acte, donc elle est allée enterrer son frère Polynice secrètement, mais il a quand même mis en place, Créon, une loi qui disait que toute personne qui toucherait au corps de Polynice serait immédiatement exécutée. Créon est donc bien obligé de faire régner la loi. Antigone est enterrée vivante dans le tombeau familial. Elle pourrait mourir, mais elle décide d'achever encore plus rapidement ses souffrances et elle se pend. Quelques minutes après, Aimon, son fiancé, qui est également le fils de Créon, découvre le corps sans vie d'Antigone, qu'il venait pour la sauver, et Aimon, fou de douleur, en apprenant la mort d'Aimon, le fils d'Eurydice et de Créon. Eurydice, la femme de Créon, se suicide. Et Créon, quant à lui, est complètement anéanti et il fait pareil, il se suicide. Au final, il ne reste plus personne, donc la malédiction est achevée.